Bonjour, je suis Aurélie Dardenne, je suis doctorante en droit des affaires à l'Université Paris II et je suis attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Lorraine. J'interviens au sein du projet Dystopie et droit sur le thème de l'ouvrage Le Cercle de Dave Edger. Pour en faire un bref résumé, cet ouvrage dépeint l'histoire d'une entreprise du numérique du type Google qui impose la transparence au monde entier. Sa devise est « Tout ce qui se passe doit être su » et elle impose à chaque citoyen de se filmer constamment, nuit et jour, dans leur activité quotidienne. Le premier point qui me semble important d'aborder, c'est le choix de cet ouvrage. Pourquoi j'ai choisi Le Cercle ? Et à mon sens, il y a 3 raisons majeures. La première raison est d'ordre professionnel. Cela fait 1 an que j'ai l'honneur d'intervenir au sein du Cercle éthique de droit des affaires. Et à travers cette activité, nous abordons 4 thématiques. L'évolution du travail et du droit du travail, l'évolution des entreprises et des techniques de management, la question des nouvelles technologies et de la révolution numérique et ses conséquences sur notre société, et enfin les problématiques liées à la compliance. Et l'ouvrage Le Cercle fait référence à tous ces points. C'est un livre extrêmement complet qui aborde toutes ces problématiques. Donc ça me semblait important de le traiter car ça fait écho à mon activité extra-universitaire au sein du Cercle éthique de droit des affaires. La deuxième raison est liée à l'actualité. En avril 2021, Courrier International faisait paraître un magazine hors série qui porte sur la question de la révolution numérique. Courrier International relatait des affaires qui ont fait la une des médias, notamment le bannissement de Donald Trump des réseaux sociaux, le blocage de l'Australie par Facebook sur les contenus d'information et des affaires un peu moins connues, par exemple la vente de données de géolocalisation de citoyens américains par la Defense Intelligence Agency. Donc toutes ces affaires démontrent que la révolution numérique a un impact dans nos sociétés et peut s'avérer négative si elle n'est pas réglementée. Depuis la parution de Courrier International, d'autres affaires sont venues enrichir ces questions. Je pense notamment à l'influenceur santé Amine qui a été contacté pour dénigrer le vaccin Pfizer sur Instagram. Je pense également à la condamnation du youtubeur Marvel Fitness en appel le 15 juin dernier pour cyberharcèlement de meute. Toutes ces affaires, tous ces exemples démontrent qu'une révolution numérique non réglementée peut s'avérer dangereuse et font écho à l'ouvrage Le Cercle qui nous mettait en garde sur tous ces points. Le Cercle, qui a été rédigé en 2013, n'est plus que jamais d'actualité. La troisième raison est d'ordre plus personnel. Avant de lire cet ouvrage, j'avais déjà eu l'opportunité de voir l'adaptation cinématographique et je trouvais que ressortait de ce film un sentiment de crainte car on avait déjà l'impression d'avoir basculé dans l'univers dystopique. On avait l'impression que notre société était déjà ce qui était relaté au sein de l'ouvrage Le Cercle et dépeint dans le film. À titre d'exemple, dans Courrier International, on retrouve l'interview de Michal Kosinski qui nous dit « Nous avons déjà perdu la guerre pour la protection de notre vie privée ». Et ce sentiment de crainte, cette impression de société déjà dystopique se retrouve encore plus au sein du livre Le Cercle, notamment dans une scène finale qui est à mon sens particulièrement marquante. Cette scène décrit la réunion des 3 fondateurs du Cercle. D'un côté, Tai, qui est un scientifique, un inventeur, un créateur. De l'autre, Bailey, qui est un empathique, qui est convaincu que la révolution numérique sauvera le monde de ses vices. Et enfin, Stenson, qui est un capitaliste, un financier. Et ils se retrouvent devant un aquarium où on voit un requin, une pieuvre et un poisson.
Et le requin, qui est l'animal fétiche de Stenson, va dévorer les deux autres espèces. Et à mon sens, cette scène est particulièrement marquante. Elle montre les dangers d'une révolution numérique qui est conduite dans un intérêt purement financier, purement capitalistique. Parce que cela conduirait à détruire d'autres valeurs comme la création, la protection des plus faibles. Donc, je trouve que l'ouvrage met l'accent sur le sujet de la révolution numérique qui n'est pas forcément négatif en soi. C'est une révolution numérique non réglementée et purement financière qui serait négative car destructrice de valeurs. Et à mon sens, l'ouvrage est donc un cri d'alarme sur ces questions. Maintenant que j'ai abordé la question du choix de l'ouvrage, il me semble aussi important de voir avec vous le traitement du sujet. La grande difficulté, c'est le champ extrêmement large de l'ouvrage. Comme je l'ai dit, il traite de nombreuses problématiques. Et il fallait donc faire un choix des questions à aborder. J'ai choisi, dans un premier temps, d'aborder la problématique de la visibilité des individus. Car dans le cercle, c'est omniprésent. Les individus sont constamment surveillés, sont constamment exposés. Et notamment, à travers le personnage de May Holland, qui est l'héroïne, on voit toute la problématique de ce qu'on appelle l'influenceur. Et j'ai mis l'accent sur cette question dans ma présentation, d'une part pour intéresser les jeunes générations, car c'est un thème qui leur parle, dont ils sont familiers, et d'autre part parce que je trouve que c'est une question pratique qui n'est pas suffisamment traitée d'un point de vue juridique. En effet, à travers mes activités extra-universitaires, notamment pour le magazine Forbes France, je me suis rendu compte que le marketing d'influence avait une place extrêmement importante dans les sociétés, notamment les sociétés du domaine textile. À titre d'exemple, certaines sociétés commencent à mettre en place des services exclusivement dédiés aux influenceurs, qui ont pour but de prendre contact avec les influenceurs, de rédiger des contrats sur mesure. Donc c'est vraiment une question qui se retrouve en pratique et qui ne trouve pas d'écho juridique à l'heure actuelle. D'où le fait qu'il me semblait capital de l'aborder au sein de cette présentation. Deuxième point, j'ai abordé la question des données personnelles. Les données personnelles sont une véritable mine d'or pour les entreprises. À titre d'exemple, aux États-Unis, pour en quelque sorte réduire l'inégalité des chances, certains parents sont encouragés à vendre les données personnelles de leurs enfants pour financer leurs futures études. Et c'est typiquement ce que l'on voit dans le cercle, puisque dans le cercle, May Holland va vendre les données personnelles de son père pour qu'il puisse se faire soigner, pour qu'il puisse bénéficier d'un traitement médical. Donc, aussi choquant que soient ces exemples, il me semble nécessaire de réfléchir au statut juridique des données personnelles et de se demander s'il s'agit d'une monnaie comme une autre. Enfin, j'aborde un troisième thème qui est celui de la confusion entre le secteur privé et le secteur public. Alors, au premier abord, on a l'impression qu'il n'est pas lié à la révolution numérique, mais à mon sens, ce n'est pas le cas. Parce que si on suit la théorie de Philippe Delmas, qui est l'ancien PDG d'Airbus, la révolution numérique impose un impératif d'efficacité. Et cet impératif d'efficacité conduit à déclasser le secteur public au profit du privé. Donc cette confusion entre public et privé ne serait qu'une conséquence de la révolution numérique. Deuxième raison pour laquelle j'ai décidé d'aborder ce point, c'est parce que ça me tient particulièrement à cœur, ça fait écho à mon expérience personnelle. Car avant d'intervenir à l'université, j'ai donné des cours à des infirmiers et des aides-soignants au sein du groupe SOS. Et le groupe SOS est un véritable laboratoire d'études pour ces questions. Il est construit sur un modèle particulier, sans actionnaire, et son directeur, Jean-Marc Borrello, prône une théorie qui s'intitule « Le capitalisme d'intérêt général ». Et à travers cette théorie, il encourage les entreprises du secteur privé, premièrement, à avoir une vision sur le long terme et non plus seulement une vision de profit court-termiste,
et deuxièmement, à prendre en charge des missions d'intérêt général, voire même des fonctions qui sont traditionnellement régaliennes. Par ailleurs, j'ai également eu l'opportunité d'échanger sur ce point avec Maître François Zimret, qui est avocat et diplomate français, qui s'intéresse particulièrement aux droits de l'homme. Et il m'a présenté sa théorie sur la question, où il explique que le domaine des droits de l'homme relevait initialement des États, qui ont ensuite été déclassés dans les années 80 au profit des organisations non gouvernementales. Or, à la suite de nombreux scandales, notamment scandales financiers, les organisations non gouvernementales ont été elles-mêmes déclassées au profit des entreprises privées. Les droits de l'homme, à l'heure actuelle, à son sens, relèvent des entreprises privées. La protection des droits de l'homme leur incombe. Et il envisage une quatrième étape qui serait du prospectif, où demain, ce serait même le secteur de la finance qui prendrait en charge ces questions. Donc toutes ces théories qui ne sont pas forcément toujours bien développées, toujours bien perçues et comprises, me semblaient importantes d'être évoquées au sein de ma présentation. Maintenant que je vous ai présenté le choix de mon ouvrage ainsi que la façon dont je l'ai traité, je vous invite à nous rejoindre les 8 et 9 décembre à l'hôtel Massa à Paris pour prendre part au débat et enrichir toutes ces questions. Je vous remercie pour votre attention.